Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir dans quelle case tu dois te mettre. HPI, HPE, zèbre, QI, THQI, 10, autiste, Asperger, etc., etc. Tu le sais comme moi, la nomenclature est très variée et on arrive à un moment où on ne sait plus dans quoi se mettre, tout se ressemble, on ne sait plus si on est HPI, HPE, zèbre, on n'en sait plus rien. Et on se retrouve encore une fois, encore plus dans le brouillard et ça devient plus difficile de savoir dans quelle direction aller. Donc on va faire le point aujourd'hui sur toute cette nomenclature qui va te permettre justement de savoir, d'avoir beaucoup plus de clarté sur qui tu es et sur là où tu dois aller pour justement apprendre à t'épanouir avec ta douance. Avant de commencer cette vidéo, tu sais que tu peux télécharger en lien dans la description de cette vidéo une première formation offerte qui s'appelle « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». C'est vraiment l'occasion de faire un premier pas dans le mode d'emploi de ta douance. Tout est dans le lien dans la description et on se retrouve juste tout de suite après le générique. Alors, on va justement voir, moi j'aime bien tourner autour de mon siège, vous avez remarqué. On va justement voir ensemble cette nomenclature pour bien vous reconnaître. Mais avant de commencer tout ça, je vais vous faire un petit teasing sur la fin. Déjà, première chose, vous avez en description un lien pour télécharger la mind map ou le PDF, je ne sais pas encore sous quel format je vais le mettre, pour vous aider à suivre tout ce que je vais vous expliquer, parce qu'au bout d'un moment, on va avoir beaucoup d'informations et vous risquez de vous y perdre. Donc, autant télécharger la feuille et l'avoir sous les yeux. Deuxième chose, deuxième petit teasing sur la fin, c'est que je voudrais que vous preniez conscience de la question du sur- ou du sous-diagnostic de la douance. C'est un phénomène aujourd'hui qui tend à dire que les professionnels de la psychiatrie semblent avoir tendance à penser à toute cette nomenclature que je vais voir avec vous dès qu'un patient présente un problème d'interaction sociale. Ah oui, il a des problèmes d'écriture, c'est un dyslexique. Ah oui, il a ça, Voilà. Les professionnels vont avoir tendance à classifier et on va voir ça ensemble pourquoi. Donc, pour que je développe cette partie-là et que je vous explique vraiment les tenants et les aboutissants de cette problématique, je le ferai à la fin de la description. Comme ça, vous allez pouvoir déjà voir, vous, à quoi vous correspondez. Et je vais vous donner mon avis là-dessus, qui est un avis qui n'est pas très conformiste par rapport à ça. Donc, on va commencer, si vous avez bien téléchargé le document, on va pouvoir commencer déjà directement avec les HPI, ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels. Hauts potentiels intellectuels, ce sont les personnes, si on suit la définition clinique, qui ont un quotient intellectuel supérieur, selon la définition, à 125-130. Là-dedans, on a une autre appellation qui sont les surdoués, les zèbres, les surefficients. Donc HPI, surdoué, zèbre, surefficient, c'est la même chose. On a dedans aussi les THQI, c'est-à-dire les très hauts quotients intellectuels. Ce sont ceux qui dépassent au QI une moyenne de 145. On a dedans dans ce panier, si on peut dire, excusez-moi l'expression, les personnes, enfin les enfants qui sont EIP, enfants intellectuellement précoces, ou les enfants précoces. Toutes ces personnes-là se caractérisent avec un haut potentiel intellectuel, avec un QI de manière générale élevé. Ça, c'est la définition de la douance. Après, vous savez que, si vous me connaissez, le test de QI, pour moi, n'est pas éliminatoire. Le test QI a ses limites. Et donc, je vous en parlerai un petit peu plus loin, justement, avec les HPE, que l'on va voir maintenant. On vient de voir les HPE. Donc, je vous réfère à la vidéo qui va sûrement s'afficher ici en fiche d'info pour aller voir ce que c'est qu'un HPI et voir si vous vous reconnaissez dedans. Le HPE, qu'on appelle aussi HQE, alors HPE c'est haut potentiel émotionnel, HQE c'est haut quotient émotionnel, c'est la même chose. Il faut savoir que dans le test de QI, justement, le test de QI a ses propres limites. Tout d'abord, les tests ne prennent pas en compte le quotient émotionnel, parce qu'il faut savoir que HPE et HPI, ce sont la même chose à peu près. Les HPI et les HPE fonctionnent avec le même mécanisme. Le fonctionnement du HPI le met dans un grand isolement, puisqu'il a réprimé l'émotionnel afin de nourrir son intellect. Le fonctionnement du HPI est dans un isolement parce qu'il réprime l'émotion
et il nourrit son intellect dans l'environnement l'a largement incité à l'exploiter. Le HPI enferme ses émotions, tandis que le HPE est enfermé par son émotionnel. Il y a trop d'émotions, c'est une grosse différence. Et pour les dépister, si on peut dire, eh bien on utilise le test de QI. Mais le test de QI, il a ses limites. Tout d'abord, les tests ne prennent pas en compte le quotient émotionnel, le HQE, qui est tout aussi important dans le fonctionnement de la personne et qui peut déterminer un certain nombre de comportements. Une personne qui est HQE, au quotient émotionnel, peut être atypique, sans pour autant avoir un haut potentiel intellectuel. Donc c'est très compliqué, tu vas le voir, d'arriver à distinguer les personnes qui sont HQE, HPI, etc. Mais par principe, HPI, HPE, ce sont les mêmes personnes avec les mêmes fonctionnements, sauf que d'un côté, le HPI va utiliser beaucoup plus son intellect et le HPE va être prisonnier de son émotionnel qui est en débordement. Donc HPI, HPE. Donc tous les deux, ils ont une sensibilité intellectuelle qui est hyper développée, autant le HPI que le HPE. Mais le HPI va se baser sur sa perception ou sur son affect. Le HPI va pouvoir s'adapter en fonction de chaque situation. Le mot adaptation est important. Le HPE, lui par contre, sa démarche intellectuelle va uniquement se baser sur son affect. Le HPE ne peut pas s'adapter parce qu'il a du mal à créer un lien avec sa perception, parce que son affect interfère avec son intellect. Tu comprends ? HPI, intellectuel, il étouffe les émotions. Le HPE, il est débordé par les émotions, qui débordent même jusque dans son cerveau, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à avoir le bon fonctionnement intellectuel. Au niveau du contrôle des émotions, le HPI va garder ses émotions à l'intérieur de lui. Il va parfois même les refouler. Il va être beaucoup plus introverti que le HPE. En revanche, le haut potentiel intellectuel, il peut contrôler ses émotions. Il contrôle ses émotions et en terrain, on va dire, sécurisé, c'est-à-dire si la personne en face de lui le comprend, elle reçoit ses émotions, il va pouvoir se lâcher et exprimer ses émotions, se mettre à pleurer, à rire, etc. Tout ça. Mais en général, il est introverti, le HPI. Mais le HPE, au niveau du contrôle de ses émotions, il va être obligé d'extérioriser ses émotions parce qu'il a un surplus d'émotions. Il va être beaucoup plus extraverti que le HPI. En revanche, il ne peut pas contrôler ses émotions qui sont trop intenses et donc incontrôlables. Donc tu vois qu'il y a un fonctionnement qui est identique mais avec des curseurs qui sont plus hauts chez l'un ou chez l'autre. Au niveau du test de QI justement, le HPI va valider parce que le HPI va utiliser sa perception et va réussir plus ou moins à passer un test QI et avoir un résultat qui va être exploitable. Le HPE peut ne pas valider son test de QI parce que le HPE va être dépassé par son affect. Il va être pris d'une crise de panique, l'angoisse, la peur, etc. Tout ça qui vont déborder et qui vont justement déborder jusque dans son intellect qu'il ne va pas pouvoir exploiter. Attention, l'hypersensibilité va souvent avec le haut potentiel émotionnel. Mais certaines personnes sont seulement hypersensibles, mais pas HPE ni HPI. Et elles ne souffrent pas d'un trouble psychique. C'est leur hypersensibilité, qui n'est pas une caractéristique associée à un potentiel ou à un trouble de la vie, psychique. C'est l'hypersensibilité elle-même qui est au centre du tableau clinique. Donc parfois on peut être hypersensible, mais ça peut être à une période de sa vie, ça peut être une hypersensibilité exacerbée, mais sans pour autant qu'elle devienne handicapante au niveau intellectuel. Donc attention, on peut être très sensible, mais ne pas être hypersensible. Et c'est là où justement il y a des frontières qui sont difficiles. C'est pour ça que dans le test QI, on dit, ben voilà, par exemple, on est considéré comme HPI à partir de 125 ou 130. Mais en dessous, qu'est-ce qu'on est ? On est normal. Ah ben si je suis à 124 et demi, comment on fait ? Tu comprends que là, il y a une barrière qui est très difficile à déceler, et c'est là justement où on a beaucoup de problèmes. Ça, c'était pour les HPI et les HPE. Maintenant, on a un autre domaine qui s'appelle les HPI, donc toujours les hauts potentiels intellectuels, mais avec TSA, avec les troubles du spectre de l'autisme. Alors, je vais te décrire ce que c'est que ça, et après je te donnerai mon avis.
Comme il n'existe pas encore de test unique pour les hauts potentiels intellectuels avec les troubles du spectre de l'autisme, ni d'ailleurs d'articles ou de documents qui sont facilement accessibles. Je vais t'expliquer ce que c'est d'après ma définition. Un HPI, c'est un super intelligent. Intelligent, le mot ne me plaît pas, mais une super cylindrée du moteur intellectuel. Donc c'est de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, le cerveau puissant et rapide, et une pensée dite en arborescence pour résumer le HPI. Le TSA, c'est-à-dire celui qui a un trouble de l'autisme, c'est une personne qui a un TSA a des difficultés relationnelles importantes. Attention, je pèse mes mots, c'est pas parce que vous avez des difficultés de relation ou que vous êtes un petit peu trop introverti que vous avez des troubles du spectre de l'autisme. Donc une personne ayant un trouble de l'autisme a des difficultés relationnelles importantes. Les fonctions verbales et non verbales sont touchées. Difficulté à s'exprimer, difficulté à avoir des réactions du non verbal normales. Et le TSA ne décode pas les émotions, les sentiments et les intentions des autres. Il ne les décode pas. Pas du tout. De plus, il a ce qu'on appelle des intérêts restreints ou spécifiques qui envahissent ses pensées et peuvent rendre difficiles ses relations avec l'extérieur. Ce qu'on appelle des intérêts restreints ou spécifiques, c'est-à-dire un focus sur, par exemple, prenons un exemple classique, sur le dessin au crayon noir, et ça va le perturber, il ne va penser qu'à ça, il va être obsédé, c'est une obsession sur ça, à faire que des dessins au crayon noir par exemple, et pas de crayon couleur. Ça, c'est quelque chose de spécifique. Il y a certains enfants aussi qui ont des stéréotypes, qui ont par exemple des mouvements du corps, mouvements de balancier, des mouvements de main comme ça, des balanciers, ou des paroles répétées longuement, des répétitions. Sorte de mantra, qui sont en général un moyen de gérer le stress de ce trouble en fait. Donc attention, le TSA a vraiment ces symptômes-là de manière très présente. C'est sûr qu'on a tous parfois répété quelques phrases, on a tous parfois eu quelques mouvements du corps, quand on était malade, avec la grippe, un petit peu bougé du corps comme ça. Là, c'est vraiment handicapant, très prononcé. Donc attention de ne pas mettre de surdiagnostic sur le TSA. Une personne qui a la double spécificité HPI avec TSA analyse les situations et elle apprend très vite. Dans les deux cas, elle est souvent très capable de s'adapter à son environnement, mais c'est toujours au prix d'efforts constants, importants, qui peuvent générer une grande fatigue. Pour les enfants, le stress de la journée, c'est souvent évacué à la maison sous forme de fortes crises ou d'épisodes de mauvaise gestion émotionnelle. À ceci s'ajoute souvent une hypersensibilité sensorielle, l'ouïe, le toucher, des difficultés praxiques, des maladresses au niveau motrice, des maladresses globales, et des troubles associés tels que les TDAH ou les troubles 10 qu'on va voir un petit peu plus tard. Je vais te partager une ressource là-dessus que je vais t'afficher d'ailleurs à l'écran tout de suite, qui va te permettre une trouble qui nous vient du site Les Papillons Bleus Zébrés, que je trouvais très intéressante et que je vais t'afficher dans quelques secondes, le temps que ça s'affiche. Mais attention, pas de surdiagnostic. Attention, on est vraiment dans des cas extrêmes. Donc je te partage ce document-là. J'ai trouvé ce document assez bien fait sur la double spécificité des HPI avec des TSA, et donc je te recommande de le récupérer pour voir justement les différences, parce qu'on n'a pas le temps de tout développer là dans une vidéo, entre justement l'adulte surdoué HPI simple on va dire, et celui qui a un symptôme TSA. À chaque fois il y a un mais, c'est-à-dire qu'effectivement les caractéristiques sont très identiques. Souvent, j'ai des personnes qui m'envoient des messages en me disant « Oui, mais ta description, ça décrit aussi l'autisme. » Oui, parce que toute la description est la même entre les HPI et le TSA, sauf que les TSA ont des problématiques spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, le HPI est très respectueux des règles et des consignes, mais il n'arrive pas toujours à les appliquer. Il comprend et gère ses émotions et celles des autres de façon très décalée. Il ne comprend pas l'implicite. Il peut vraiment décordre et c'est perdu dans sa complexité. Il est perfectionniste, il a besoin de
de pouvoir maîtriser son environnement pour se rassurer. Il est très souvent crédule. Tu vois, il y a toute une différence. Donc, je te recommande de télécharger cette fiche et de la regarder en détail si vraiment tu veux voir la différence entre HPI et TSA. Mais en résumé, si tu veux vraiment faire la part entre le HPI, HPE et celui qui a un problème d'autisme, il y a un test qui est bien connu qui s'appelle le Reading the Mind in the Eyes. Si je traduis littéralement, c'est lire l'esprit dans les yeux. Ce test, il est simple, on présente des photos cadrées uniquement sur les yeux et on demande à la personne de choisir parmi les 4 photos celle qui correspond le mieux à l'expression du personnage qui est décrite. Par exemple, on va demander, tiens, choisis-nous dans les 4 photos des yeux qu'on prend, celle qui est heureuse, ou choisis celle qui est malheureuse, etc., etc., etc. Bien, les autistes et ceux qui ont un syndrome d'Asperger sont déficitaires à cette épreuve. C'est-à-dire qu'ils vont très mal s'en sortir ou ils vont complètement échouer parce qu'ils n'arrivent pas à déceler quel est le regard joyeux, malheureux, triste, etc., etc. Donc ça, c'est une très bonne épreuve. Tu peux t'amuser, tu prends des tranches de regard pour voir si tu arrives à les reconnaître ou pas. On va passer maintenant à la constellation des 10. Là-dedans, on a la dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, dysorthographie, etc., etc. Ce sont des troubles qui sont souvent liés chez les personnes, aux personnes qui sont HPI ou HPE. Mais attention, comme je le disais, le corps médical a souvent tendance à poser un mot, à nommer un trouble et à l'isoler comme ça. Ah, votre enfant est dyslexique. Ah, vous êtes dyslexique. Ah, vous êtes dysphasique. Ah, vous êtes dyspraxique. Attention, tout ça est lié, nous sommes des êtres humains, on n'est pas des machines. Et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Donc la dyslexie, on le trouve très souvent aussi, la dyslexie c'est un trouble de la lecture et de l'écriture. La dyscalculie c'est un trouble, bien sûr, du calcul. La dysphasie c'est un trouble qui est lié au développement du langage oral et qui peut toucher les aspects réceptifs, décoder le langage, les expressions, etc. Ça, c'est la dysphasie. La dyspraxie, c'est un trouble du développement moteur qui touche la planification, la réalisation, la coordination et l'automatisation des gestes. On a du mal, on n'arrive pas bien à prendre les objets, à le toucher, on fait tomber, etc., etc. La dysorthographie, c'est un dysfonctionnement de l'écriture dû à un trouble de l'apprentissage et c'est un problème d'acquisition et de maîtrise de l'orthographe. Mais tout ça, tu vas le voir, je vais t'expliquer, ce ne sont que des symptômes, on va dire, isolés. Quand on les prend dans l'ensemble, ça a plus de cohérence. Donc, ça, ce sont les 10 qui sont souvent associés aux personnes HPI, HPE, etc. Maintenant, on va passer au TDAH, les troubles déficit de l'attention. C'est souvent repéré chez les enfants, mais ça peut aussi être valable chez les adolescents ou chez les adultes. Les personnes qui sont TDAH peuvent présenter les comportements suivants, mais il faut qu'ils les présentent pendant au moins 6 mois, surtout chez les enfants. Parce que sinon, sur une courte période, ça peut être normal comme comportement. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, le TDAH, il va avoir un déficit de l'attention. C'est-à-dire que, en général, l'enfant, il a du mal à se concentrer et à achever une tâche qu'il a commencée. Par exemple, il passe très vite d'une activité à une autre et il manque de persévérance dans les situations qui nécessitent une attention soutenue. Ou alors, il ne suit pas les consignes qu'on lui donne. Il évite aussi les tâches répétitives ou ennuyeuses, les devoirs, les tâches ménagères, etc. Il se laisse facilement distraire par le moindre stimulus extérieur. Ah tiens, il y a un oiseau qui passe, ah tiens, une lumière qui est arrivée, je fais autre chose, etc. Il oublie souvent des choses. Noter ses devoirs, noter sur un cahier, l'oubli est très récurrent. Dans sa famille ou à l'école, on dit de lui qu'il n'écoute jamais, qu'il est vite distrait, qu'il est dans ses rêves, qu'il est dans la lune, qu'il est incapable de se concentrer, etc., etc. Ça, c'est un déficit d'attention. Mais pendant au moins 6 mois, parce que tu comprends que la définition que je t'ai donnée, elle est valable pour un enfant normal aussi. Souvent, un enfant va avoir du mal à se concentrer parce qu'il est fatigué, ou parce qu'il a été malade, ou parce qu'il a une dure journée. Il n'aime pas suivre les consignes qu'on lui donne. Il évite les tâches répétitives comme les devoirs et les tâches ménagères. Il se laisse facilement distraire. Ça peut arriver tout ça, mais il faut que ce soit pendant au moins 6 mois. Effectivement, si c'est tout le temps comme ça, ça devient anormal. Ça peut être un trouble déficit d'attention. Deuxième caractéristique, il a une impulsivité
très présente. L'enfant répond trop vite aux sollicitations. Il agit bien avant de réfléchir, sans attendre l'ensemble des instructions. Il n'évalue pas les conséquences négatives, voire même qui sont dangereuses, donc il a un problème à gérer ses actes. De la même manière, il répond trop rapidement aux questions posées, sans attendre la fin des questions, et il coupe la parole parfois. Ou seulement, il va rapidement au plus facile, très rapidement. Dans un groupe, par exemple, il ne sait pas attendre son tour, il interrompt les activités, et il veut vite les faire. Quand il veut quelque chose, il a du mal à attendre. Son entourage le décrit comme exigeant, capricieux, égocentrique. On dit de l'enfant qu'il coupe la parole, qu'il a du mal à se concentrer. Encore une fois, tu vois, il faut que ce soit sur une longue durée, sinon ça peut convenir à tous les enfants. Troisième caractéristique principale, c'est l'hyperactivité. L'enfant, ou l'adolescent, ou plus tard l'adulte aussi, qui souffre moins de ce symptôme-là, mais qui peut en souffrir aussi, l'enfant est toujours en mouvement, incapable de tenir en place. Il est animé de mouvements inutiles et qui sont pas adéquats. À l'école, il va se tortiller sur son siège, il ne peut pas rester assis, il se lève sans permission, il tripote des objets, il va commenter à voix haute, etc., etc. On dit de lui qu'il bouge tout le temps, qu'il est monté sur des ressorts, qu'il est souvent bruyant, perturbateur, et même qu'il est agressif parfois. Il faut savoir que, donc ça ce sont les trois caractéristiques principales. Un déficit de l'attention, une impulsivité très présente et une hyperactivité. Il faut savoir que 50% des enfants qui sont TDAH présentent aussi d'autres symptômes. Je te les donne aussi. Ils ont une conduite d'opposition, contestation, agressivité, colère, non-respect des règles sociales. Ils peuvent avoir aussi des troubles du sommeil, des insomnies, des réveils nocturnes. Ils peuvent avoir aussi des troubles du langage, comme je vous le dis tout à l'heure, dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, etc. Ils peuvent avoir des troubles du langage oral, une anxiété ou même une phase dépressive, des tics. Il peut faire de l'énurésie, ce qu'on appelle du pipi au lit. Il peut avoir un syndrome des jambes sans repos. Alors le syndrome des jambes sans repos, qu'on appelle le SJSR, c'est un trouble chronique qui est caractérisé par un besoin urgent et irrésistible de bouger les jambes, avec des sensations désagréables au niveau de tous les membres inférieurs. On appelle ça aussi des impatiences, ça arrive souvent la nuit, avec des picotements, des fourmillements, des tiraillements, une impression de décharge électrique, des douleurs. Il y en a même qui disent qu'ils ont des douleurs, mais là c'est vraiment dans des cas très accentués du syndrome. Donc ces enfants-là peuvent souffrir de ça aussi. En résumé, ce sont des personnes qui sont très souvent dans la lune, qui sont distraits facilement et qui oublient leurs affaires par exemple, qui peuvent passer très rapidement d'une activité à une autre, qui peuvent avoir des problèmes d'orientation, qui peuvent éprouver de la difficulté à terminer une tâche, comme les devoirs. Ils peuvent perdre des jouets, des livres, des fournitures scolaires, remuer beaucoup, tout le temps, parler sans cesse, interrompre les gens, courir partout, toucher avec tout ce qu'ils ont entre les mains, être très impatient, de laisser s'échapper des commentaires aussi inappropriés. Tout ça, ça décrit justement le TDAH. Mais il faut que ce soit sur une durée suffisante. Enfin suffisante, on ne peut pas dire suffisante, mais sur une grande durée. Et là-dedans, il y a deux types. Il y a le TDAH sans hyperactivité, là où c'est plus des cas avec beaucoup d'inattention, et pas d'hyperactivité, c'est-à-dire qu'ils sont dans la lune, tout ça, mais ils sont relativement calmes. Et il y a le TDAH avec l'hyperactivité et l'impulsivité. Et là, à ce moment-là, c'est l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc il y a ces deux branches-là aussi qui vont pouvoir orienter les personnes sur ce type de diagnostic. Ensuite, on a le syndrome d'Asperger, le TED, trouble envahissant du développement, TED. Alors, le syndrome d'Asperger, c'est un syndrome autistique, principalement détecté chez les garçons. Parfois, ce trouble du spectre autistique, il est très difficile à identifier. Alors, les personnes qui souffrent de ce trouble présentent des difficultés de communication verbale et non verbale, elles ont des comportements répétitifs et routiniers, et elles ont des difficultés d'intégration sociale. Le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme, mais sans retard mental. Le syndrome d'Asperger, c'est juste une forme atypique du trouble autistique. Donc,
Asperger fait partie du trouble autistique. On estime qu'un autiste sur 10 est atteint du syndrome d'Asperger. Cette forme d'autisme de haut niveau, elle est plus souvent diagnostiquée chez les garçons que chez les filles, encore une fois. Les filles sont un petit peu épargnées dans ce cas-là. Les caractéristiques principales. Les Asperger décodent moins bien les informations de leur environnement. Ils ont des difficultés à tenir une conversation, à décoder les signaux non-verbaux, à comprendre les émotions. Ils ont aussi tendance à être maladroits. Par ailleurs, les Asperger présentent un bon niveau de langage avec un vocabulaire élaboré, mais ils n'en comprennent toutefois pas tous les sens du langage, du vocabulaire. On est dans des difficultés du langage en présence de personnes qui utilisent un langage évolué. Et une personne Asperger possède également une hypermémoire. Elle aura par exemple une excellente connaissance d'un domaine qui lui tient à cœur. Donc ça peut se manifester par une connaissance parfaite des plans de métro, par exemple, des résultats sportifs sur une longue période, etc. Tout un tas de détails qui ne lui seront pas nécessairement d'une grande utilité sur le plan social. Et justement, cette subtilité rend le diagnostic difficile, parce qu'on peut être HPI, retenir beaucoup de choses quand ça nous passionne, mais ne pas être justement Asperger. Et c'est là où ça devient handicapant. Et c'est là où il y a cette limite qui est un petit peu floue, justement, sur les deux. Par exemple, à l'entrée au collège, on repère mieux les élèves qui ont du mal à s'intégrer. C'est la fin des cours par cœur qu'on avait en primaire. On demande un petit peu plus de réflexion et ça devient plus compliqué pour les Asperger parce qu'ils n'ont aucun souci avec le par cœur mais ont beaucoup plus de mal à interpréter les énoncés. Même constat à l'âge adulte, ils auront beaucoup plus de mal avec leurs collègues. Ils se démarqueront par des habitudes qui vont les isoler. Ils vont avoir des comportements très différents. Les Asperger sont souvent les personnes les plus isolées, elles ont une qualité de vie assez faible, elles sont souvent célibataires, elles ont des difficultés à trouver un travail, elles sont anxieuses, déprimées, elles ont du mal à se séparer de leurs proches. Alors il y a des solutions bien sûr qui existent à tout ça, hein, bien sûr. En général, les Asperger, on commence à traiter toutes les comorbidités qui sont associées, c'est-à-dire on va traiter la déprime, l'anxiété, les troubles d'attention pour pouvoir justement les aider. La grande idée dans tout ça, dans toute cette nomenclature que je viens de te partager, la grande idée, c'est que le corps médical, le corps des psychologues, ont besoin de classifier pour apporter une solution généraliste. Ils ont besoin de mettre des étiquettes pour apporter une solution pour tout le monde, pour tous les Asperger, pour tous les autistes, pour tous les HPI, pour tous les HPE, etc., etc. C'est le même problème que les médicaments. Les médicaments, aujourd'hui, ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas microdosés. On va dire, tiens, prends un Doliprane 1000 mg pour tous les adultes. Alors qu'on ne tient pas compte de la morphologie, du volume sanguin, de l'âge, etc. Normalement, les médicaments, ça devrait être microdosé par rapport au poids de la personne. Donc, en général, les femmes toutes petites, toutes maigres, qui pèsent 45 kg, elles prennent le même Doliprane qu'un mec qui va faire 1m97, 125 kg. C'est pas normal, il y a un problème de microdosage. Dans le diagnostic, dans l'accompagnement, les psys font la même chose. Ils ont besoin de mettre dans des cases pour apporter des processus de résolution psychologique. Je le comprends aussi. Mais dans cette population des HPI, HPE, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce sont des êtres humains déjà, et en plus de ça, il faut vraiment avoir une analyse fine de la personne. Nous sommes chacun des individualités. Et une personne qui va avoir une dysorthographie, une dyslexie ou un syndrome autistique, mais ça ne va pas être automatiquement un tampon comme ça sur une feuille en disant « Tiens, vous êtes autiste, tiens, vous êtes dyslexique, tiens ». Il y a des causes, il y a des fonctionnements physiologiques aussi, mais il faut arriver à mettre tout ça en place dans cet écosystème des hauts potentiels, justement. Comprendre, et c'est ça que je voudrais que tu écoutes, parce que maintenant, si tu arrives jusqu'au bout de cette vidéo, que tu m'écoutes, c'est que tu fais partie de ceux qui, justement, vont jusqu'au bout des choses et qui veulent avancer. Comprendre le fonctionnement et avoir le bon mode d'emploi de sa douance, c'est le premier pas vers cet épanouissement. Il ne faut pas s'acharner à combler un déficit,
Mais au contraire, il faut se concentrer sur la caractéristique positive de ta douance. Alors effectivement, tu dois tenir compte du mal-être ou de ta souffrance à une des descriptions que je t'ai données, hein, bien sûr, tu vas repérer un petit peu où tu te situes. Mais si tu souffres, il faut réagir, mais pas pour entrer dans le moule des normaux pensants. Bien au contraire, c'est pour vivre pleinement avec ta douance. Parce que la majorité des psychologues du monde clinique, on va dire, vont masquer ce comportement, vont effacer ce comportement pour faire entrer dans le comportement des normaux pensants. Il n'y a pas un truc qui ne va pas là. On a des personnes qui ont un comportement atypique, mais non, on va les lisser, on va les polir, on va les forcer à rentrer dans ce moule normaux pensants pour que justement ils se sociabilisent et qu'ils se sentent bien. Ça, c'est une cocotte minute sous pression qui va exploser. Donc moi je ne suis pas d'accord là-dessus. Il faut au contraire, il y a des problématiques, il y a des erreurs de fonctionnement, il y a des dysfonctionnements chez les personnes HPI, HPE, mais il y a de la douance, des capacités extraordinaires. Et c'est là qu'il faut se concentrer, sur ces capacités-là, et pas sur l'inverse. Et imagine un petit peu, si tu fais le calcul, tu fais l'hypothèse, que tu te concentres sur ta douance, et pas justement sur tes problèmes. Et si tu regardes les chiffres, tu vas voir que c'est possible. Aujourd'hui, on est capable, certaines personnes sont capables de t'apprendre à utiliser cette douance, à apprendre à utiliser cette capacité, plutôt que de se focaliser à la faire rentrer dans le mauvais moule. Donc, alors bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde. Je sais que dans les personnes qui m'écoutent, là on est un petit peu à la fin de la vidéo, donc je sais qu'il y a les plus intéressés. Dans certaines personnes qui m'écoutent, ils vont dire non mais c'est pas possible, moi je souffre, il y a des trucs que je peux pas régler et je comprends pas. Il y en a qui vont partir dans de la masturbation intellectuelle et je comprends parce que je suis passé par toutes ces phases là moi aussi. Je suis HP aussi, je sais comment ça fonctionne. Donc c'est pas le bon mode de fonctionnement de justement se complaire dans la plainte ou au contraire de se mettre une étiquette. Ah oui mais moi je suis Asperger. Ah oui mais moi je suis dyslexique. Mais c'est comme ça, je suis dyslexique. Non, là c'est l'ancien mode de fonctionnement, c'est l'ancien monde. Moi je parle d'un nouveau monde là. Donc c'est pas fait pour tout le monde tout ça. Il faut être motivé, ouvert d'esprit. C'est fait pour les personnes au potentiel qui vraiment désirent utiliser des méthodes qui sont un petit peu hérétiques parfois, hein, que personne n'utilise. Mais le jeu il en vaut vraiment la chandelle. Vraiment la chandelle. Donc toi peut-être qu'aujourd'hui tu as peur par rapport aux symptômes, peut-être que tu es angoissé par rapport à tous ces symptômes, peut-être que tu as des frustrations, peut-être que tu as des colères même, peut-être même que tu es comme moi à un moment, tu es un petit peu jaloux des normaux pensants, tu dis putain mais pourquoi, oui voilà, moi aussi je voudrais pouvoir un petit peu souffler et pas avoir cette tête qui bouillonne sans arrêt. Ça, ce sont tes problèmes aujourd'hui. Donc il y a deux options. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de dire ok, bah je suis 10, je suis autiste, je suis machin ça, et je suis comme ça, je suis dans ma case, on m'a dit j'ai eu mon diplôme d'autiste, voilà regardez, j'ai mon diplôme d'autiste, et donc effectivement je vais rester comme ça, ou je vais travailler, non. Là on va s'enfoncer dans l'autocomplaisance, dans la plainte, dans la problématique. C'est pas bon. Deuxième solution, tu fais un reframing, ce qu'on appelle le reframing, c'est-à-dire que tu déplaces ton angle de vue et tu dis ok, au lieu de me concentrer sur ces problèmes de 10, de ci, de là, si justement là où j'étais très bon, là où je suis dans l'émotion, là où je suis dans l'intellect, si je connectais tout ça à mon enfant intérieur, à celui que j'étais quand j'avais 6, 7, 8 ans là, qui était passionné, qui avait plein de choses à faire, plein d'idées dans la tête, tout ça, mais qui a été bridé, qui a été écrasé, qui a été étouffé. Mais si tout ça, je le laissais s'exprimer, est-ce que je me sentirais pas mieux? Oui, je serais différent. Oui, je serais atypique. Mais je m'épanouis, je m'éclate, je fais des choses qui me plaisent. Et je les fais avec une créativité, une intelligence bien largement différente à la moyenne. Et c'est là où je veux te mener là-dedans, justement. De ne pas tomber dans le mauvais côté, de tomber dans ce bon côté qui va t'épanouir. Et ce que tu as vraiment besoin, toi, c'est d'avoir le mode d'emploi de ta douance et de comprendre comment tu fonctionnes. Pas de prendre un cachet psychologique, une camisole psychologique, en te forçant à rentrer dans le moule. Pas du tout, c'est pas ça. La grande idée, justement, c'est d'avoir le mode d'emploi de ta douance. Bref, cette vidéo est déjà longue. Tu sais que sous la vidéo, tu as déjà la première formation que tu peux récupérer. Tu le verras dans le jingle de fin de vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là.
Partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui pourrait en avoir besoin, un parent qui a des enfants dans ce cas-là, il va pouvoir comprendre à quoi ça correspond, ou une personne dans ton entourage, ton frère, ton père, tes enfants, parce que je sais quand on est HP, c'est une grosse part de génétique, il y a des personnes dans la famille qui peuvent en avoir besoin aussi et qui n'osent pas le faire, donc donne-lui la vidéo, comme ça il va la regarder tranquillement. Et bien sûr, pose-moi un petit commentaire sous la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, parle-moi de ton cas. Si tu regardes toutes les vidéos, tu sais que je réponds à tous les commentaires. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc tant que je peux le faire, profites-en. Même commentaire, même petit like pour flatter l'algorithme de YouTube. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.